Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, perturbation des cours au lycée moderne Le Mahou de Cocody. Ce matin, les forces de l'ordre s'interposent pour la discipline. Et puis en Côte d'Ivoire, toujours ce mercredi 30 novembre marque l'ouverture du procès de l'attentat terroriste de Grand Bassam au tribunal criminel d'Abidjan. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. Ce mercredi 30 novembre, un groupuscule d'une quinzaine de personnes se réclamant membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, ont tenté de perturber les cours aux environs de 7h30 au lycée moderne Mahou de Cocody. L'intervention des éléments du commissariat du 22e arrondissement a mis un terme à la tentative de trouble des cours. Et selon des témoignages recueillis, ces membres de la FESI revendiquaient le respect du montant des frais annexes fixés par le gouvernement ivoirien. Quels sont donc les non-dits de cette revendication? Les réponses dans ce reportage signé Yacouba Koulibaly, commenté par Pagassoro Kone de Madangui. Lycée moderne Le Mahou en Gré, commune de Cocody. À l'entour de 7h30, une quinzaine de jeunes se réclamant de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire FESI a tenté de perturber les cours selon les témoignages de certains élèves qui disent s'être opposés à ce projet. Heureusement, l'intervention des éléments du commissariat du 22e arrondissement a permis aux enseignants de dispenser dans la quiétude les cours aux apprenants. Le surveillant général et le délégué du personnel de l'établissement expliquent les faits. Depuis un certain temps, on a eu des tractations avec certains responsables de la FESI, comme quoi les frais annexes de l'établissement étaient élevés puisque les inscriptions se font à 50 000 francs. Et que d'après eux, les frais de l'annexe ne devaient pas excéder la somme de 37 500 francs. Et donc c'est pourquoi ils sont venus en quelque sorte se plaindre pour que cette situation-là soit réglée. Je souhaiterais que la FESI, si d'aventure ce genre de situation devait se produire, il y a la FENEPLACI, qui est le syndicat des fondateurs, des établissements privés en Côte d'Ivoire, ils peuvent rentrer en contact avec la FENEPLACI ou bien la DEP, qui est la direction de l'encadrement de l'enseignement privé, pour résoudre ce genre de problème. Puisque eux, ils disent défendre la cause des élèves. Mais quand ils viennent empêcher des enfants de faire cours pour cette raison-là, est-ce que c'est la cause des enfants qu'ils défendent? Ce qu'il faut noter, c'est que d'habitude, quand ils viennent comme ça, les enfants ils rentrent, ils vont à la maison. Mais pour une première fois, les élèves ne voudraient pas partir à la maison. Cette tentative de trouble des cours n'a pas été du tout du goût des élèves. C'est vraiment un plaisir au fait pour nous, élèves. En tant qu'élèves, on a le droit de faire cours. La fille était là ce matin aux environs de 7h pour nous empêcher de faire cours. Ils ont vu même le directeur, l'administration. Et nous, vraiment, nous sommes restés de 7h jusqu'aux environs de 8h30. Nous sommes restés, nous ne sommes pas partis, jusqu'à ce que l'administration même décide de collaborer avec la FESI pour qu'on puisse faire cours ce soir. Donc nous sommes là vraiment, nous sommes vraiment ravis de pouvoir faire le cours en ce jour. Ça ne nous arrange pas. Parce que précisément, moi je suis en terminale. Et nous avons les examens de fin d'année. Ne pas faire cours déjà, c'est un blocus pour nous. Nous n'arrivons pas à faire le cours, nous n'avons pas terminé les programmes pour arriver à l'examen. Et vraiment donner le meilleur de nous. Ce matin, quand la FESI est venue là, ils nous ont dit qu'il n'y a pas cours aujourd'hui. Non, nous, ça ne nous arrangeait pas. Parce que nous, on a envie de faire cours. On ne va pas avoir les bonnes notes. Donc, on a besoin de rendre fiers nos parents. Les élèves du lycée moderne Le Mahou se disent prêts à affronter toute personne ou tout groupe de personnes qui voudraient perturber les cours dans leur établissement. Ils souhaitent la présence des forces de sécurité dans leur lycée. L'heure est donc à l'intensification des campagnes de sensibilisation contre les congés anticipés. En société, dans le grand marché de la commune d'Abobo, certains marchands préfèrent s'installer aux abords des routes plutôt que de rejoindre les autres à l'intérieur du marché. Mais quelles sont les raisons de leur motivation? Est-ce qu'il y a vraiment des risques à y rester? Existe-t-il des moyens de répression pour éviter cette occupation anarchique des marchés? C'est reparti avec Yacouba Koulibaly et Pagassoro Kone de Madangui. Grand marché d'Abobo, non loin de la mairie. Awa Koulibaly préfère s'installer ici, au bord du marché, pour vendre ses poissons frais. Selon elle, le choix de cette place est stratégique. Je suis même installée ici parce que ça marche. Dedans aussi, les places sont chères. Tu vois, donc on est obligé de venir s'asseoir ici pour vendre.
Conscients du danger qui les guette, certains commerçants utilisent des brouettes pour échapper aux agents de la mairie. Ça m'arrange parce que ici ça marche, mais c'est la mairie qui nous fatigue. Ils sont nombreux, ces commerçants qui ont choisi de vendre aux abords du marché. Les femmes sont surtout celles qui occupent les trottoirs au détriment des places à l'intérieur. Alassane Chaibou, vendeur de friperies, pense que l'idéal, c'est de faire comme elle pour pouvoir s'en sortir. Ça marche un peu. Et puis le marché là, il n'y a pas de place. C'est rempli, les grands marchés là remplis. Il n'y a pas de place pour vendre. Un avis condamné par des usagers qui dénoncent cette occupation anarchique des voies publiques, causant ainsi de nombreux désagréments à la fluidité routière. C'est pas prudent, c'est dangereux. Voilà, de rester sur les trottoirs, sur les routes, c'est pas bon. Une voiture, la voiture, là, le frein ça peut lâcher un coup et puis aller, ça fait les dégâts. Et demain, on crie autre chose. On dit, c'est sautonnerie. C'est de la sensibilité pour quitter les trottoirs, quitter les routes, d'abord les marchés. Je préfère faire mes achats chez les femmes qui vendent dans le marché parce que c'est bon, c'est protégé. Parce que les femmes qui vendent au dehors du marché, c'est pas prudent. Il y a des saletés, poto, ça peut donner les maladies graves. Pour imposer la discipline, les agents de la police municipale d'Abobo n'hésitent pas à confisquer les marchandises de ces commerçants. Quel que soit le prétexte avancé par ces marchands qui s'installent de façon anarchique aux abords des marchés, c'est un choix dangereux à cause des risques imprévisibles. Un peu plus loin de la ville d'Abidjan, à Guibérois, la situation est préoccupante dans le village de Bagassewa, sous-préfecture de Dinyago. Ce village d'environ 4500 âmes manque d'eau potable. Cette situation est un véritable casse-tête pour les populations de cette localité vivant essentiellement de la culture du café, de cacao et de certains produits vivriers. Clément Boko y était pour RTI2. La seule pompe à motricité humaine du village de Bagassewa, dans la sous-préfecture de Dinyago, département de Gagnoa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est en panne depuis belle lurette. Une panne qui éprouve les femmes de ce village, contraintes de s'approvisionner dans les bas-fonds et autres marigots. Avec la vétusté de cette pompe, les habitants de Bagassewa sont à la merci de plusieurs maladies du fait de la mauvaise qualité de l'eau recueillie dans les bas-fonds. Malgré les nombreuses alertes, la situation perdure, et ce, depuis plus de 2 ans. Le problème clé même, c'est le problème de l'eau. Nous n'avons pas de château. Le village est gros. Plus de 4 000, 5 000, même 5 000 habitants. La nuit, on voit le courant de Gagnoa. Pourtant, d'ici Gagnoa à votre d'oiseau, c'est 60 et quelques kilomètres. Mais c'est le courant de là-bas qu'on voit. Ce qui fait qu'à Bagassewa, ici, il est impossible de faire un puits. Même le forage même que vient faire la machine, il ne trouve pas l'eau souvent. Il y a des points d'eau même qu'on a fait, la machine a fini sa puissance et puis il n'y a pas eu l'eau. Non, celui-ci-là, pour faire remonter même l'eau pour remplir un seau d'eau, une cuvette même à boire, c'est pas possible. Même les garçons qui sont valides même éprouvent beaucoup d'énergie, débauchent beaucoup d'énergie d'abord pour remplir un seau d'eau. La question de l'employabilité de la jeunesse revient sur toutes les lèvres. Le chômage des jeunes à Bagassewa est alarmant. Certains s'adonnent même à la consommation de la drogue selon les témoignages recueillis sur place. Une situation qui inquiète le président des jeunes de ce village. Presque tous les autres villages, les jeunes ont bénéficié du projet emploi jeune. Mais ici, au niveau de Bagassewa, maintes fois, je suis allé à la sous-préfecture déposer les dossiers, il n'y a pas eu de suite. C'est le problème même que vit la jeunesse de Bagassewa. La jeunesse est là, la jeunesse est désœuvrée. Et ils sont obligés de se livrer à des actes de vandalisme parce qu'ils n'ont pas d'occupation. Donc vraiment, je lance un appel au ministre de la Jeunesse et des Emplois que ici, dans la sous-préfecture de Dinyago, il y a un village qu'on appelle Bagassewa où la jeunesse n'a même pas bénéficié d'un seul projet. Les pistes qui relient Bagassewa au chef-lieu de sous-préfecture d'Inyago sont en état de dégradation très avancé, ce qui constitue une véritable entrave au développement du village. Quant aux producteurs du vivrier, ils ont du mal à écouler leurs produits sur les différents marchés, en cause
le mauvais état des routes villageoises, qui d'ailleurs ont un effet néfaste sur les conditions de vie des populations. Conséquence, augmentation du coût de la vie. Bagassewa est aussi dans le viseur des bandits de grand chemin qui n'hésitent pas à perturber la quiétude des habitants. Un poste de gendarmerie avancé serait le bienvenu, plaide le chef de ce village. Les populations de Bagassewa ont désormais le regard tourné vers les autorités compétentes pour les sortir de cette situation de précarité. Bagassewa, il faut le savoir, fait frontière avec le département d'Issia. Espérons donc qu'une solution soit trouvée par les cadres de cette région pour le bonheur des populations du village de Bagassewa. Rendons-nous à présent à Kigali, la capitale rwandaise, où l'Institut national Félix Houphouët-Boigny, INPHB, était en visite. Cette visite d'immersion a été l'occasion pour l'établissement ivoirien de découvrir le Rwanda Polytechnique. Il s'agit d'un groupe de 8 écoles polytechniques dédiées à la formation de polytechniciens chevronnés. Afisata Karamoko Dosso, notre envoyé spécial au Rwanda, nous ouvre à présent les portes du Kigali Polytechnique, mais aussi du Muzanze Polytechnique. Le Rwanda Polytechnique, institution de gestion des écoles polytechniques, reçoit une forte délégation de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. À sa tête, Dr Moussa Diaby, le directeur général de l'établissement, mais également Augustin Thiam, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Le Rwanda Polytechnique, ce regroupement d'écoles forme l'élite rwandaise. Ici, l'apprentissage premium reste le maître mot. Après les civilités et les présentations, place à la visite guidée. Kigali Polytechnique, l'une des 8 écoles situées sur le même site, constitue la première étape. Occasion de faire découvrir à la délégation ivoirienne la densité et la diversité des ateliers de formation, de vrais laboratoires. Nous avons été impressionnés, en tout cas pour notre part, de ce que nous avons vu. Un mode de gouvernance qui est complètement différent de ce qu'on peut avoir à l'INPHB. Et puis, nous avons visité du coup, les infrastructures de Kigali Polytechnique. C'est vraiment des actions donc, qui peuvent nous inspirer au sein de l'INPHB, où on souhaiterait avoir une belle ouverture avec le secteur privé en essayant de faire de la production. La vice-chancelière marque sa volonté d'engager une coopération avec l'INPHB. Nous prévoyons des échanges, nous prévoyons des collaborations dans les projets, dans la recherche, mais aussi pour revoir nos programmes pour l'excellence. Le lendemain, une autre visite. Le Muzanze Polytechnique, situé à quelques kilomètres de la ville de Kigali. Dans cette école, des ateliers pratiques s'y déroulent et la particularité du Muzanze, le volet communautaire, qui représente un levier essentiel pour la formation. Un exemple à suivre, selon le directeur général de l'INPHB. Nous sommes très ravis, très heureux d'avoir effectué ces déplacements. Nous avons vu des choses formidables. J'ai une connaissance même de l'établissement. Et ce qui nous marque encore, c'est l'engagement citoyen au sein de cet établissement avec des activités pour les riverains, pour la communauté. Et ce sont des exemples qui doivent nous inspirer au sein de l'Institut et qu'on devrait également répéter au niveau de l'INPHB. Une décision qui réjouit le recteur de Muzanze Polytechnique. We are very happy to receive the delegation from our colleagues at the National Technical Institute of Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes très heureux de recevoir cette délégation de l'INPHB. Nous avons beaucoup échangé et rassurez-vous, cela augure de belles choses pour l'avenir de nos pays respectifs. Le Rwanda Polytechnique, un bel exemple d'intégration technologique qui épouse la nouvelle vision de l'INPHB de Yamoussoukro, créer des polytechniciens entrepreneurs nouveaux, soucieux du développement de leur pays. Nous le disions en titre, ce mercredi 30 novembre, ce matin, a marqué l'ouverture au tribunal criminel d'Abidjan du procès de l'attentat terroriste de Grand Bassam de mars 2016. Dans le boss des accusés, 4 prévenus sur les 18 comparaissaient et les noms de ces accusés, Kounta Dalla, Kounta Sidi Mohamed, Sissé Mohamed Bari Hassan, Sissé Antao Ag Mohamed, Ould Mohamed Ibrahim, Hamza Ben Mohamed Mini Baba, Ould El Mokhtar, Alou Toumbia, Diko Bindi, Sissé Sidi, Diallo Ali, Gueye Oumar, Kandialo Mamadou,
Aïdara Boubaka Mamadi, Kone Suleiman Moussa, Yanunga Kone et Sissé Ali seront entendus par le tribunal plutôt ivoirien. En sport football, le soutien de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, au football ivoirien est sans faille. L'entreprise citoyenne a remis une subvention de 18 millions de francs CFA à 6 clubs de football. Chaque dirigeant ou représentant du club a reçu une enveloppe de 3 millions de francs CFA des mains de Draman Koulibaly, directeur général de la LONACI. Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Esso du service des sports y étaient. Sponsor officiel de la Ligue 1, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire s'est à nouveau illustrée en remettant des chèques de 3 millions chacun à 6 clubs du football ivoirien. Il s'agit de 2 clubs de la Ligue 2, l'OFC Adiaké et Siroko FC, 3 clubs de la D3, Marawi FC, Ballet Sport de Buyo et Sabé Sport de Bouna, ainsi qu'un club de la division régionale, l'Atlantis Football Club de Dimbokro. Nous avons entrepris depuis quelques saisons d'élargir notre champ d'intervention en faveur du football ivoirien à travers une subvention directe à certains clubs. Donc il s'agit pour nous d'apporter une modeste contribution à l'immense travail de détection et d'encadrement abattu à la base par les clubs. Sensible par cette marque d'attention, le porte-parole des récipiendaires ne cache pas ses émotions. Vous savez, un club, au bas mot, c'est 50 enfants. 50 enfants qu'on gère, qu'on prend en charge, et ce type d'action nous réconforte. Ce type d'action nous encourage. Ça veut dire qu'il y a des observateurs qui savent qu'on participe à l'encadrement de la zone d'Adiaké, et c'est une grande fierté. C'est la 3e fois que la LONACI apporte son soutien au club des divisions inférieures, d'autant plus qu'elle entend jouer pleinement son rôle de soutien majeur au sport en Côte d'Ivoire et affirmer par la même occasion son statut d'entreprise citoyenne. Et toujours en sport, sachez que pour la Coupe du monde de football Qatar 2022, la Tunisie a battu la Grande France 1-0. Malgré cette victoire de la Tunisie, ce pays est quand même éliminé. En RDC, de violents affrontements ont opposé hier mardi des rebelles du M23 à des miliciens dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces affrontements ont fait de nombreux morts parmi les civils depuis la fin de la semaine dernière et l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu décidé le 23 novembre lors d'un sommet à Luanda. Aucun combat n'a été signalé entre le M23 qui occupe de larges pans d'un territoire de la province du Nord Kivu et l'armée congolaise, mais les affrontements continuent entre les mouvements rebelles Tutsi et diverses milices appuyées, notamment par le mouvement Hutu FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda. Et puis pour terminer ce temps d'information, dans un message audio, le porte-parole du groupe État islamique a annoncé ce mercredi la mort de son chef Abou Hassam al-Hashimine, précisant qu'il avait été tué en combattant les ennemis de Dieu. Encore merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.